Bon, prise 3, on va y arriver. Hop, ce sera pas bien. On a encore un petit 30 minutes devant nous. Même s'il faut rajouter un petit peu, on le fera. Il n'y a pas de souci. Désolé, le cellulaire avait lâché. Je pensais que j'avais assez de batterie pour le coup. Bon, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la 3e fois. Donc c'est les problèmes qui arrivent sur le live. Quand ça va pas, ça ne veut pas. On va encore attendre un petit peu que tout le monde revienne, que tout le monde. Ouais, mais c'est ça, Nicolas. J'avais 203, mais la 3e fois il est la bonne. J'espère aussi. Croise les doigts que ce soit la bonne, puis que on n'ait plus besoin de relancer. Mais normalement c'est bon. Il est plugué au PC, il est en train de charger. Je l'ai bloqué avec des bouquins, fait que normalement tout va aller super bien. Donc on parlait de Clément pour le coup. J'espère que ça a répondu à ta question, Nicolas. Mais pour le coup, c'est encore vraiment très touchy. Surtout que les auteurs aiment vraiment beaucoup s'inspirer des styles totalement différents de l'un de l'autre, jusqu'à arriver à faire en fait la fine distinction, voire même à confondre en fait les deux. Oui. Oui. Quelque part. Et oui. Ah bah sur la part, c'est bon. Mais oui, pour le coup, si les auteurs aiment ça, faire la distinction entre les deux, voire même à induire en erreur les fans, c'est un truc qui est très cool, notamment avec des mangas qui sont assez tough à placer, à catégoriser. Et même avec l'équipe, en fait, c'est un truc qui est assez récurrent. Si bon, bah, écoute, ça parle de ça, mais est-ce que ça parle de ça? Puis non, mais c'est pas vraiment ça. Ou même dans les genres plus classiques, shonen, seinen et josei et shoujo pour le coup, des fois c'est assez tough. Bien, revenons sur Demon Slayer pour le coup, vu que c'est là où on était rendu. Donc on va parler du fameux Demon Slayer, qui est le manga qui est en train de tout déchirer pour le moment, pour le coup. Et pour le coup, quand bien même que ça se passe vraiment pas vraiment à notre époque à ce moment-là, c'est aussi un manga qui pourrait être considéré comme un manga fantasy, puisqu'on touche autour de tout ce qui est les démons, de tout ce qui est le souffle en fait. Et là aussi, c'est assez tricky parce que l'auteur aime ça jouer avec son visuel en fait. Et je parle du visuel des techniques en fait. Attendez, je sais que je vais retrouver un truc où des moments où les techniques sont exécutées, on peut voir en fait que donc ça va être bien cool, que notre héros en fait génère un élément en fait. Donc et ça c'est dépendamment des différents personnages en fait. Donc on va avoir plusieurs personnages, on va être Tanjiro qui va être avec l'eau. On va avoir Zenitsu qui va avoir la foudre par exemple, et plusieurs piliers qui vont avoir des éléments totalement différents. Alors, et c'est là où c'est un peu tricky, parce que est-ce que pour le coup c'est vraiment de la magie en fait qui découle du fait de la manipulation et de la combinaison du souffle en fait qui va avec pour manipuler les techniques, ou c'est vraiment la façon de respirer qui est retraduite en fait visuellement, du fait que si tu prends un certain style de respiration avec un certain style puis un certain mouvement de technique en fait, ce qui fait par exemple c'est l'eau en fait. Donc, est-ce que du fait que Tanjiro respire d'une façon spécifique en fait veut dire que quand on voit de l'eau en fait c'est vraiment la fluidité de son mouvement en fait tout simplement, ou est-ce que quand voyons, Zenitsu en fait fait ces techniques qui est liée à une école de kendo pour le coup, qui est le fait de prendre son katana et de vraiment le dégainer, en vraiment faire un coup le sortir puis trancher en fait, qui voudrait retransmettre en fait le fait que la foudre fait ça en fait, elle arrive, elle charge, bim, elle frappe et ça s'arrête là. C'est là où c'est vraiment très tricky, et l'auteur n'apporte pas vraiment de meaning ou d'explication là-dessus. C'est vraiment à ta guise en fait. C'est vraiment de la façon dont tu perçois en fait les techniques et l'œuvre en fait. Mais là où ça vient vraiment écarter de tout doute en fait, c'est juste l'existence des démons et l'existence des pouvoirs démoniques
des pouvoirs démoniaques pour le coup, des pouvoirs sanguinaires, les termes exacts, qui découlent en fait de du fait que ce soit des démons. Donc, qui vient écarter tout le doute sur le fait que ça quelque chose qui pourrait s'apparenter à la magie en fait, tout simplement, qui sont que il y a que les démons qui puissent utiliser cette forme de magie là pour le coup, qui est très très cool aussi. Donc ensuite on pourrait y aller avec je dirais Noragami, ouais, Noragami aussi pour le coup, et c'est là où c'est un peu tricky, comme je disais tout à l'heure, avant que ça a coupé, que la ligne entre le fantasy et le fantastique en fait c'est très très fin, et dans le fond que le fantasy c'est vraiment un héros qui évolue dans un univers fantasy en fait, dans le sens où, comment dire, c'est pas comme notre univers à nous, c'est un univers propre en fait à la fantasy. Le problème, et c'est là où les auteurs aiment vraiment jouer avec ça, c'est que, prenons l'exemple de Noragami pour le coup, où, et c'est un peu donc j'ai pas d'isekai là-dessus, mais c'est un peu le genre des isekai en fait, dans le sens où, non, pas tous mais certains, où on découvre en fait un héros, une héroïne en fait qui vit dans notre monde en fait, donc qui a l'air vraiment tout à fait basique, tout à fait normal, et qui, à un moment où il y a un événement qui se passe, qui fait qu'il se rend compte, ou il prend conscience que sa perception du monde en fait est totalement différente de ce qu'est la réalité en fait. Donc, prenons l'exemple de Noragami pour le coup, où la perception que notre héroïne ici a de son monde en fait, c'est comme on l'aurait nous en fait. On voit les voitures, on voit l'hiver, les saisons, les températures, tout ça. Donc ça c'est vraiment notre concept de monde à nous. Mais ce qui ne veut pas dire en fait que parce qu'on a cette conception de ce monde-là, que la réalité de notre univers se limite à la perception qu'on a, tout simplement. Et ça va être le cas de notre héroïne dès le moment où elle va avoir un accident du style malin en fait, donc un paranormal finalement, qui va faire en fait que toute une face en fait du monde tel qu'il est, même si elle n'arrive pas à le percevoir, existe en fait. Et c'est le cas des moments où elle va se faire, elle va être happée dans ce nouvel univers là, où elle va être capable de voir les Ayakashi, où elle va être capable de voir nos héros, elle va être capable de prendre conscience que les dieux existent vraiment, que l'existence des dieux est régie par la croyance et la foi que les humains mettent en cette déité, pour le coup, qui va faire en fait que toute sa perception de l'univers en fait va changer en fait, et qui pourrait par de facto en fait être considéré comme quoi dans le fond l'univers, même si la perception était différente, l'univers est quand même fantastique puisque les deux ensemble font un. Donc dans le fond les deux perceptions différentes de l'univers forment un univers, forment la réalité, qui fait que cette perception là c'est notre perception à nous, et aussi la perception dite fantasy en fait, qui fait que l'univers en entier techniquement est fantasy. C'est qui on pourrait considérer pour le coup que Noragami aussi fait partie aussi d'une autre façon d'amener, d'aborder un côté fantasy qui est vraiment très très cool, que j'aime vraiment beaucoup, et que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans les isekai. Alors pas tous évidemment, donc t'as vraiment le concept où t'as un héros, il reprend, il passe dans un autre monde en fait totalement différent, qui en général peut être fantastique. Je pense notamment à Overlord, je pense à Rising of the Shiro, à Romancer, à vraiment plein d'autres univers, ReZero aussi, qui pourrait être considéré comme étant pour le coup fantastique, fantasy plutôt, je m'en mêle moi-même. Et pour le coup on a aussi dans Noragami Yato en fait, donc ici notre deuxième héros protagoniste, qui pour pouvoir survivre en fait laisse un peu son numéro un peu partout, par-ci et par-là. Donc ce numéro là en fait est effectivement visible en fait si on arrive à avoir un lien en fait avec ce qu'on pourrait considérer comme étant le malin, la magie, tout ce qui est événement paranormal, voire magique en fait, tout simplement, qui fait que notre héros en fait vient au secours de ces personnes-là qui voient apparaître des fantômes, ce qu'on peut considérer comme des fantômes, qui voient apparaître des démons, ou ce qu'on pourrait considérer comme des démons, et pour le coup fait ces petits jobs-là pour vraiment une misère. C'est vraiment 600 yens je pense, 10 ou 100 yens, et derrière ça nos deux héros en fait vont évoluer dans un monde où les divinités japonaises en fait vont avoir un impact concret en fait sur l'univers,
Je parle notamment de Yato, on parle aussi de Bishamonte, qui est le dieu de la guerre, dans la mythologie, oui, dans la mythologie bouddhique, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il y a aussi Ibizu, il y en a plein des dieux qu'on retrouve dans la mythologie japonaise et dans le panthéon japonais, des dieux japonais. Noragami, sachant, pour ceux qui ne savaient pas, et je l'ai appris tout récemment, que l'auteur ici, Adachi Toka, c'est pas une auteure, mais c'est deux auteurs. Petite anecdote. Dans le fond, ils ont pris la contraction de leurs deux prénoms pour faire ce pseudonyme-là, fait qu'ils sont deux à écrire Noragami, donc un pour le scénario, un pour le dessin. Très cool. C'est une série qui est toujours en cours de parution. L'auteur a retardé un peu sa parution parce qu'elle, donc la dessinatrice pour le coup, parce qu'elle est un peu malade, c'est qu'elle a un peu plus de misère à suivre le truc, mais on est rendu à 21 tomes, il me semble. Et on attend le 22, sachant que le 23 ou le 24 est sorti au Japon il y a quelques temps. Donc, Noragami d'Adachi Toka. Même chose, qui est super bon, super cool. Si vous voulez vraiment vous intéresser à tout ce qui est le panthéon divin japonais qui est en lien avec la mythologie japonaise, foncez dessus, c'est génial. Pour y aller, évidemment, avec Fairy Tail, bien évidemment, donc un classique, encore une fois. Honnêtement, pas besoin d'expliquer en quoi Fairy Tail est fantasy, ça parle de dragons, ça parle de magie, et de fées, tout simplement. C'est que c'est vraiment, encore une fois, c'est le shonen, vraiment, purement fantasy. On suit les histoires de Lucy, Natsu et Happy. Donc Lucy, Natsu et Happy. Pour le coup, Lucy, son rêve ultime, c'est vraiment d'intégrer la guilde de Fairy Tail. Elle va y arriver. Puis on suit en fait toutes ses aventures, ses mésaventures dans cette guilde avec ses membres et tout ça. Pour grossir le trait. Et on va suivre en parallèle Natsu, qui lui est à la recherche de son père adoptif, qui est Draknir. Draknir, oui, c'est ça. Donc Draknir qui est un peu l'a laissé et son père a disparu, puis qui va être à la recherche de son paternel. Donc très très cool. C'est pas le meilleur scénario, franchement, de vous à moi, mais j'adore la série, j'adore l'auteur. C'est vraiment le manga que tu prends, t'as vraiment pas envie de te prendre la tête, tu veux vraiment passer un bon moment, voir des combats sympas, voir des actions sympas, rigoler à bon coup. Fairy Tail, c'est le manga qui te prend pas la tête en fait, tout simplement. Puis c'est probablement un des seuls mangas qui est dessiné entre guillemets en fait pour nous occidentaux, puisque au Japon ça a son petit succès, mais c'est pas aussi populaire qu'ici en Occident, pour le coup, où c'est vraiment la folie furieuse. L'auteur s'est même exprimé lors d'un passage en France, disant que il se rendait pas compte que Fairy Tail avait un aussi gros impact en fait sur la communauté européenne pour le coup. Et notamment, il a laissé une petite note sur le fait des tenues, parce qu'il a été scandalé des cosplays, notamment des demoiselles en fait qui se cosplayaient comme les héroïnes dans le manga. Et fut un temps où il s'est dit bon écoute, je vais peut-être essayer de me calmer un peu sur ces cosplays là, puis sur ce côté là justement, pour éviter justement que ça soit malaisant en convention. Petite anecdote aussi. Continuons avec un manga que j'aime vraiment beaucoup, un auteur que j'ai découvert et redécouvert cette année, l'année passée pour le coup, donc 2020, qui est Nagabe, tout simplement. Donc c'est un manga qui était très très peu connu avant qu'il sorte. L'enfant est le maudit, donc c'est vraiment le manga qui l'a propulsé en fait sur le devant de la scène. Et pour le coup, se passe aussi dans un univers fantasy. Donc c'est un peu plus calme, un peu plus posé, un peu plus sombre aussi. Mais il n'y a pas tant que ça de fantasy, il n'y a pas tant que ça d'aventure, il n'y a pas tant d'action en fait, pas plus que ça. On va suivre en fait l'histoire de deux protagonistes. Donc on va suivre en fait l'histoire de Shiva, ici la petite demoiselle, et du professeur. Donc il n'y a pas vraiment un nom, c'est juste le professeur. Et ce fameux professeur là en fait va avoir recueilli Shiva, en fait, donc cette petite fille qui a été laissée pour compte, qui a été abandonnée étant petite. Donc le problème, c'est qu'on va suivre en fait leur aventure, mésaventures en fait dans ce nouvel univers où
il y a une nouvelle maladie qui est apparue en même temps que des monstres en fait. Et cette maladie en fait est transmise par les créatures de ce style. Donc c'est une maladie qui se transmet par le toucher pour le coup. Et qui fait que des moments où une personne humaine saine touche dans le fond un être, donc les êtres de l'extérieur qui est celui-ci, dans le fond se voit transformé petit à petit en même créature que lui et se voit maudit pour l'éternité pour le coup. Au fur et à mesure du manga, en fait, on va explorer plusieurs thématiques qui va être vraiment plus significatives, notamment le fait de quel est le but dans une vie d'une créature, d'une personne. Les relations qui entre les deux protagonistes pour le coup qui sont vachement intéressants. Donc c'est vraiment ce côté très maternel puis très adorable en fait avec Shiva. Nicolas qui nous dit c'est tellement poétique l'enfant le oui mais je suis tellement d'accord pour eux. Je suis tombé en amour avec tout ce que l'auteur fait. Et notamment il a sorti aussi plusieurs autres mangas qui sont vachement intéressants, qui traitent de sujets totalement différents. Donc notamment deux one-shots que j'aime beaucoup, c'est Le patron il est une copine qui est vraiment très très cool, qui parle du transgenre en fait. Non, pas du transgenre, du. Ah, David. David. Mais bref. Et qui va toucher en fait toute cette communauté LGBT, qui est vachement intéressant. Et qui est un sujet qui est vraiment très à cœur pour le mangaka pour le coup. Et notamment un autre que j'ai oublié le nom, mais qui est aussi un autre one shot qui va se passer dans un contexte un peu à Harry Potter en fait, dans une académie de magie où ça va être des personnages anthropomorphiques en fait qui vont ressentir les premiers éclats amoureux en fait entre eux tout simplement, qui est vraiment très cool, très cute et encore une fois avec ce petit côté très poétique, très innocent en fait que j'aime beaucoup. Mais pour le coup qui est l'auteur aussi de ça qui change de ce qu'il fait d'habitude et qui pour le coup marche super bien, sachant que malheureusement, si on peut dire ça, la série est bientôt finie. Donc je pense qu'elle est même terminée au Japon, puis on attend la fin. Donc ça va se conclure à une dizaine de volumes, pas plus. L'Orphelin maudit, super cool. Donc continuons encore une fois avec celui-ci qui va un peu mixer le fantasy pur et dur et le monde ancien romain en fait. Donc on a bien évidemment Bestiarius qui est un pur chef-d'œuvre qui est dessiné par l'auteur qui fait Rainbow. Donc c'est vraiment un manga qui claque. On pourrait même limite donc les classer shonen, mais on pourrait même limite le classer en seinen tellement que c'est intense et tellement que c'est insane en fait. Où on va suivre à plusieurs moments en fait plusieurs héros tout simplement qui plus ou moins ont tous subi d'une façon ou d'une autre en fait l'oppression de Rome tout simplement. Donc l'univers se base encore une fois avec tout ce qui touche à la mythologie gréco-romaine pour le coup. Fait qu'on va parler des minotaures, on va parler des gobelins, on va parler des ogres, on va parler de tout ce qui touche, on va parler des wyverns, on va parler des dragons, vraiment de tout ce qui touche cet univers, de tout ce qui touche ce côté mythologique en fait gréco-romain. Et on va voir comment nos héros, au fur et à mesure de l'histoire, vont s'y prendre en fait pour essayer de se soulever et de changer leurs conditions, de s'élever et de faire tomber en fait l'état de Rome qui est plus que corrompu qu'autre chose. Donc savoir c'est une petite série, c'est 7 volumes, pas plus. Donc là c'est le 5e, les couvertures sont super cool, les dessins sont incroyables. Vous montrer ça. J'adore le dessin. C'est l'auteur qui, comme je vous disais, c'est l'auteur qui fait Rainbow aussi, qui est très très cool, qui est plus psychologique pour le coup. Mais il fait aussi Green Blood, qui pour le coup lui se passe plus dans un univers western pour le coup. Donc très 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 nice. Bon écoutez guys, je suis désolé mais je pense qu'on va s'arrêter là, il va déjà être 7h30. Je vous garde sous le coude si c'est quelque chose qui vous intéresse encore, j'en ai pas mal à jaser. On a fait pas mal le tour. Je vais essayer de vous remettre les 3 vidéos ensemble ou séparément pour que vous puissiez reprendre ça. Malheureusement, on va faire comme on peut pour que vous ayez accès à ces vidéos-là ou au live mine de rien. Sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vous. Faites attention surtout, puis écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour un autre live sur une autre thématique. Sur ce, bonne soirée guys.